effectivement vous parler d'analyse de code binaire. Donc là, on vient de parler de machine learning. Là, on va descendre beaucoup plus bas, donc un peu plus dans le dur de la cybersécurité. Et donc, je vais vous parler effectivement de la plateforme BinSec et des différentes avancées qu'il y a eu sur l'année 2022. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler, je vais vous faire un petit aperçu effectivement de l'analyse de code binaire. Donc, pourquoi on en a besoin, comment ça peut être partiellement automatisé, quels sont les différents résultats qui ont été obtenus récemment et quels sont les travaux futurs. Ensuite, je vais illustrer les avancées de la plateforme avec sur deux avancées de deux analyses. Donc, l'analyse de symbolique arrière bornée, qui permet notamment de faire de la déobfuscation de code, notamment appliqué sur du malware. Et l'analyse symbolique en avant, donc la Forward Symbolic Execution, qui permet de faire par exemple la résolution de challenges comme les Crack Me du French Cyber Challenge, que je présenterai après. Donc pour commencer, l'analyse de code binaire. Posons les bases. L'analyse de code binaire, c'est pas facile. C'est même plutôt dur, parce que le code binaire, en fait, il n'a pas de structure. Donc contrairement à de l'analyse de code source, qui est déjà très difficile, eh bien, là, en fait, on va s'ajouter de la complexité supplémentaire. Malheureusement, cette complexité-là, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper parce qu'il y a pas mal de raisons qui peuvent rendre l'analyse de code binaire intéressante, voire même nécessaire. Donc le premier, c'est par exemple, on ne contrôle pas les sources. Ça peut être des sources qui sont tellement vieilles qu'on les a perdues et on n'a que les codes binaires exécutables. Ça peut être aussi du code propriétaire fourni par un tiers. Dans ce cas-là, effectivement, il est protégé par la propriété intellectuelle et nous n'avons pas les sources. Et bien sûr, si on analyse tout ce qui va être virus ou autre, bien sûr, on ne donne pas les sources avec marqué ici, ça contient un virus. Après, il peut y avoir d'autres raisons effectivement de s'intéresser au code binaire. C'est que le code qui est écrit lorsqu'on écrit par exemple du Java, du Python ou n'importe quoi, ce n'est pas forcément le code qui va être exécuté. Il va y avoir pas mal de transformations avant qu'il atteigne la machine, donc le processeur qui va le tourner. Et donc, potentiellement, on ne veut pas que ces étapes-là aient rajouté soit des failles, soit au contraire aient changé le comportement du programme. Et puis aussi, il y a le fait que parfois, ces étapes-là, elles vont rajouter des protections qui ne sont pas dans le source. Donc effectivement, on veut pouvoir vérifier que ces protections sont bien là à la fin du processus final. Donc au CEA, nous développons la plateforme BinSec, donc depuis 2012. La plateforme BinSec, c'est une boîte à outils qui permet de réaliser des analyses du coup, au niveau du code binaire. Et elle s'articule autour d'une représentation intermédiaire générique qui nous permet d'encoder la sémantique de différents types d'architectures. Donc en fait, ça va passer à travers des décodeurs. Donc par exemple, on a des décodeurs pour les architectures mainstream, comme on dit. Donc ARM, version 3264, x86. On peut avoir du PowerPC, du RISC-V. Et donc, en fait, ces décodeurs-là vont nous permettre d'obtenir la sémantique d'une instruction, donc en fait, d'une séquence de bytes dans le code binaire. Et ensuite, ça va être la plateforme BinSec qui va articuler les analyses autour de cette représentation, de cette sémantique, pour faire l'analyse complète du fichier binaire. Donc, pour faire ces analyses, effectivement, on va avoir besoin de puissance de calcul, de raisonnement symbolique. Et donc pour ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les SMT solvers, donc Satisfiability Modulo Theory. En gros, c'est utilisé un peu en boîte noire, on leur donne des formules, on leur demande est-ce que cette formule est faisable, et ils nous répondent oui, non, et ils peuvent donner des contre-exemples. Et donc cet outillage peut être appliqué dans différents cas d'usage, donc par exemple Vulnerability Assessment. Donc on veut vérifier effectivement que certains composants critiques respectent les bonnes propriétés qu'on y veut, et ce malgré des contextes parfois adversariels. Donc par exemple,
on va pouvoir parler de faute injection, donc le fait qu'on va perturber l'environnement pour perturber le calcul du processeur. Et est-ce qu'on est toujours robuste avec ça? Donc après, il va y avoir tout ce qui est supply chain, donc ça veut dire en gros la chaîne d'approvisionnement. Donc on nous donne des binaires déjà tout compilés. Le problème, c'est on veut vérifier que quand on l'intègre dans notre solution logicielle, il ne contient pas de bugs ou de backdoor, de portes cachées qui nous permettraient d'exploiter des failles dans notre logiciel à nous. Et ensuite, effectivement, tout ce qui va être reverse engineering, donc comprendre ce que fait le code et surtout s'assurer qu'il n'a pas de comportement malveillant à l'intérieur. Donc au CEA, nous sommes une équipe d'ingénieurs-chercheurs, donc avec pas mal de têtes. Voilà, donc voilà. L'équipe d'ingénieurs-chercheurs, donc nous travaillons autour de Sébastien Bardin, donc le chef de notre équipe d'analyse des codes binaires, et nous avons plusieurs, multiples opportunités de thèse, de doctorat, de post-doctorat et de stage. Donc voilà, on est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs pour travailler sur ce sujet sensible. Donc quelques résultats qui ont été obtenus sur ces thématiques. Donc déjà la détection automatique de vulnérabilité, donc par exemple à l'aide de fuzzing, donc notamment la détection de 15 CVE. Donc ça va être tout ce qui va être automatisation de tests aléatoires et avec des contraintes pour le rendre plus efficace. Alors après, il va y avoir tout ce qui va être le reverse engineering, donc on va en parler un peu plus tard, donc ce qui va être la déobfuscation de code. La vérification de primitives cryptographiques. Donc par exemple, ce matin, on avait un exposé sur les propriétés, les side channel attaques. Ça veut dire tout ce qui va être attaque par canaux cachés. Et là, en fait, justement, on a des analyses qui permettent de vérifier que ces propriétés-là sont correctes sur notre implémentation. Et aussi, par exemple, d'autres résultats à côté, comme le reverse engineering et la traduction, par exemple, vérifiée de code assembleur en C. Et donc, par exemple, pouvoir faire des vérifications ensuite à un plus haut niveau. Alors, il y a aussi des travaux un peu plus récents. Donc, par exemple, ce qui va être la robust reachability. Donc, en fait, typiquement, c'est quand on va trouver un bug, par exemple, on a un fuzzing ou une analyse symbolique qui va nous permettre de trouver un chemin d'attaque dans notre logiciel. Bon, c'est très intéressant. Le problème, c'est est-ce que cette attaque-là est réaliste? Alors, elle peut être très dangereuse, mais en fait, si elle arrive une fois tous les millénaires, a priori, c'est pas forcément le bug le plus important du logiciel. Et donc, en fait, on va avoir une analyse qui va analyser non pas juste le fait qu'on puisse atteindre le bug, mais le fait qu'on puisse aussi le répliquer. Et notamment, indépendamment de l'environnement et des variables que l'attaqueur ne contrôle pas. Et puis après, il y a effectivement tout ce qui va être faute d'injection. Donc, par exemple, on va pouvoir analyser un programme, non pas dans la sémantique réelle du programme, celle à laquelle on s'attend, mais dans une sémantique fautée. Donc, celle où l'attaqueur peut, à un moment, par exemple, introduire une valeur arbitraire dans un registre ou modifier un peu une case mémoire. Et effectivement, est-ce que notre programme est robuste? Est-ce qu'il va continuer à fonctionner comme on l'attendrait? Ou est-ce que, par exemple, la procédure d'authentification, elle va dire « Ok, je suis authentifié », alors que j'ai entré un mot de passe au hasard. Et donc là, effectivement, on a aussi cette forme-là, et donc appliquée notamment, par exemple, à un bootloader Wookie, en trouvant une attaque qui n'avait jamais été détectée avant. Donc, à côté de tout ça, donc à côté de ces travaux de recherche, la plateforme Beansec, elle, continue à évoluer également. Donc, la plateforme Beansec est en open source, donc elle est accessible sur GitLab. Et nous essayons d'avoir un rythme de release un peu régulier pour intégrer en fait les différents travaux de recherche
dans la plateforme pour rester à l'état de l'art. Et donc, effectivement, en 2022, alors, bon, 2022 est légèrement avant, donc il y a eu une première release, effectivement, qui a permis de remettre au goût du jour l'analyse symbolique arrière, donc, dont on va parler un peu après, tout en intégrant de nouvelles architectures, notamment les architectures 64 bits, qui sont très démocratisées aujourd'hui. Tous les laptops, tous les ordinateurs aujourd'hui sont x86, 64 ou ARM64. Alors après aussi, en avril, il y a eu une refonte du moteur symbolique, qui notamment améliore pas mal les performances, comme nous allons voir. Bon, de nouvelles architectures en septembre, quelques petites améliorations. Et en octobre, en fait, nous avons amélioré le moteur symbolique, encore une fois, pour répondre à des difficultés qui avaient été introduites, enfin observées, dans le French Cyber Challenge, donc, qui s'était déroulé en mars. Et bien sûr, en 2023, on ne se repose pas sur nos lauriers. Bien sûr, de nouvelles releases sont prévues, effectivement, pour continuer à mettre à jour. De nouveaux tutoriels, parce que l'analyse de code binaire, elle est difficile, mais effectivement, utiliser l'outil pour faire une analyse, c'est pas évident non plus. Donc, on essaye de documenter au maximum ces choses-là pour que l'outil puisse être utilisé en dehors du cadre académique. Bien sûr, nous travaillons sur le fait de pouvoir rajouter des abstractions au niveau de l'analyse, effectivement, pour passer à l'échelle. Donc ça, c'est très important, et notamment en proposant des librairies de fonctions déjà prêtes, ça permet à l'utilisateur de ne pas avoir à le faire manuellement. Et aussi, on essaye de mettre en place une comparaison, effectivement, de notre outil avec les autres outils de l'état de l'art sur un benchmark un peu robuste, afin de voir, effectivement, comparer notre plateforme avec le reste. Donc maintenant, je vais commencer, je vais continuer plutôt à parler, et notamment à vous parler d'une analyse qui a été complètement refondue dans la nouvelle version de BinSec, et qui est l'analyse symbolique arrière, bornée. Alors, je vais introduire quelques concepts pour étayer mon propos. Donc, cette analyse-là, elle vise à contrer ce qu'on appelle les prédicats opaques. Alors, un prédicat opaque, c'est un prédicat qui va s'évaluer comme étant toujours vrai ou toujours faux. Alors, par exemple, un exemple trivial de prédicat opaque, ça va être: est-ce que x carré est positif? La réponse est oui. Ou est-ce que x carré est négatif? La réponse est non. Bien sûr, on peut être très constructif et très inventif dans l'invention des prédicats opaques. Alors, ces prédicats opaques, ils vont servir, par exemple, à faire de l'obfuscation. Donc, on va avoir un code. OK, très bien, il fait quelque chose. Et en fait, on veut masquer ce comportement. Alors, soit parce que c'est une propriété intellectuelle et on n'a pas envie que les gens comprennent tout de suite ce que ça fait, soit parce que en fait, c'est un comportement malveillant, et du coup, on ne veut pas que ce soit détecté par des analyses trop faciles. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rajouter plein de codes partout, histoire de perdre les analyses, de perdre les humains. Et on va protéger ces morceaux de code par des prédicats opaques. Ça veut dire qu'en gros, on va faire une condition qui n'est jamais vraie. En gros, le seul moyen d'atteindre ces codes, ça va être de passer par une condition impossible. En fait, ça va être du code mort. Mais par contre, pour s'en rendre compte, effectivement, c'est pas trivial, et du coup, généralement, on s'y perd quand on fait du reverse engineering. Donc, c'est pour ça qu'a été proposée donc la backward bounded symbolic execution. Et cette technique, en fait, consiste à regarder en gros chaque condition du programme et à remonter un petit peu en arrière pour essayer de voir si, dans le contexte, il n'y a pas quelque chose qui rend ce prédicat impossible. Et une fois qu'on sait ou non, si on arrive à trouver effectivement une preuve locale que ce prédicat ne peut jamais être pris, et bien alors en fait, on va pouvoir l'enlever et simplifier le comportement du programme. Et donc, par exemple, ça a été un travail réalisé donc, en 2016 et en 2017, et qui a consisté effectivement à analyser un malware Xtunnel, donc un véritable virus qui avait été fortement offusqué avec du coup la technique des prédicats opaques. Et
Donc, cette analyse-là a montré que 40% du code, donc presque la moitié du code binaire de ce virus, était totalement inatteignable. Et donc, en gros, on a montré qu'il était possible effectivement de marquer chacun des points des prédicats opaques et les supprimer pour simplifier voilà, la compréhension du programme. Donc, en 2017, effectivement, c'était un prototype, donc un prototype académique développé par un doctorant. Et en plus de ça, avec pas mal de dépendances qui le rendaient assez difficile à maintenir, et donc il avait été supprimé temporairement de BinSec. Et ce prototype-là, pour faire l'analyse effectivement de ce malware, il prenait à peu près 1h30. Bon, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, mais qui est quand même un temps de calcul important. Aujourd'hui, donc, il a été complètement réécrit. Donc, en fait, on a pris les meilleures idées de la thèse de ce doctorant et on les a réimplémentées au propre, donc en nettoyant un petit peu à la fois le code, les dépendances et en réimplémentant correctement les fonctionnalités. Notamment, on a pas mal amélioré tout ce qui va être interaction avec les SMT solvers dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc maintenant, cette nouvelle version peut faire le même travail qu'avant en 12 minutes. Donc c'est une amélioration voilà, d'un facteur 7 à peu près. Donc là, voilà, c'est un exemple, une illustration des avancées de la plateforme qui ont été faites en 2022. Le deuxième, c'est effectivement le retour sur le Front Cyber Challenge. Voilà, donc c'est un challenge organisé par l'ANSSI. Donc ce challenge contient des défis de tout ordre et notamment une catégorie qui est le reverse engineering. Et donc, on a voulu tester si nos moteurs de raisonnement ils étaient capables de trouver ou non le mot de passe, le crack-me ou les choses de ces binaires. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans ce genre d'événement, les challenges en fait, évoluent et se complexifient d'année en année. Parce que forcément, les premières versions, les gens découvraient, tout allait bien. Puis les gens commençaient à se demander s'il était possible d'automatiser la détection de ce genre de programmes et de propriétés et de proposer des outils automatiques pour les résoudre. Bon, forcément, les organisateurs, s'il suffit juste d'utiliser un outil, d'appuyer sur lancer, et que ça résout le challenge, ils ne sont pas contents. Alors du coup, ils rajoutent des contre-mesures qui, notamment, ont tendance à complexifier beaucoup l'automatisation des analyses de ces outils-là. Bon, et ensuite, boucle infinie. Nous, on n'est pas contents, alors on veut trouver comment contrer ces contre-mesures et ainsi de suite. Et donc, on en arrive en 2022. Donc, en 2022, on continue pour résoudre ce type de défi à utiliser l'exécution symbolique. Alors, l'exécution symbolique, c'est une technique donc, qui a été proposée en 2005 et qui consiste notamment en fait, à analyser, à exécuter le programme, non pas avec des entrées concrètes, par exemple x égale à 0 ou x égale à 4, mais en raisonnant de façon donc, symbolique, en introduisant des symboles, en propageant des termes, donc des formules en fait, sur ce programme, et ensuite en demandant au SMT Solver s'il est possible ou non de résoudre cette contrainte et donc d'atteindre le point du programme. Donc ici, par exemple, voilà, donc il y a le petit programme écrit en C à gauche. Donc en fait, on va commencer avec un prédicat qui est vide. On va faire différentes affectations. Donc ici, par exemple, X prend un input. Donc en fait, X va prendre la valeur alpha. Pareil pour Y, Y va prendre la valeur bêta. Et Z va prendre la valeur 2 fois Y, donc 2 fois bêta. Voilà. Ensuite, on a un premier test. Donc là, en fait, on se demande est-ce que je peux aller à droite, est-ce que je peux aller à gauche. Donc potentiellement, aller à droite, ça veut dire faire en sorte que 2 bêta égale alpha. Et à gauche, ça veut dire, à droite, ça veut dire ne pas pouvoir le faire. Et ainsi de suite, en fait, à chaque fois qu'on va avoir une condition, on va explorer les deux chemins en parallèle. Enfin, si on peut dire. Et donc là, par exemple, effectivement, là, si on envoie ce type de formule à un SMT solver, il va nous répondre, bien sûr, c'est faisable,
voilà, si bêta est supérieur à 10, donc par exemple égal à 20, et alpha égale à 40, bah alors en fait on arrive à ce failure. Donc un des moyens effectivement qui est mis en œuvre pour contrer cette technique, ça va être en fait, d'augmenter l'espace de recherche. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une condition, on va explorer 2 chemins. Potentiellement, s'il y a plein de conditions à la suite, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et à la fin, en fait, on explose de façon exponentielle. Donc ça, c'est un très bon moyen, effectivement, de perdre l'analyse symbolique. Alors là, généralement, quand on est un reverseur chevronné, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, si je sais que ce chemin, il est pas faisable, et qui mènera pas à ce que je veux, en fait, je vais mettre une assertion, je vais trouver un moyen de couper ce chemin. Donc là, en fait, on va plutôt devenir linéaire dans le nombre de conditions du programme. Maintenant, une autre technique, en fait, c'est de proposer une fusion automatique des chemins. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une condition, on va exploser les chemins. Mais ensuite, on va les refusionner derrière. Comme ça, en fait, le nombre de chemins n'explose pas. La formule va se complexifier, mais par contre, le nombre de chemins n'explose pas. Et donc, effectivement, on a proposé une petite amélioration, le quick merging, qui permet, dans les cas explicites, assez simples d'explosion de chemin, de revenir à un espace de recherche fini. Voilà. Alors ensuite, il y avait le challenge Unicorn, Licorne plutôt. Donc Licorne était un programme qui se basait sur une librairie, la librairie Unicorn, qui en fait a un émulateur basé sur QEMU. Donc en fait, le challenge consistait à reverse du code ARM qui s'exécutait sur du x86. Bon, c'est très rigolo. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on arrive à analyser ce type de code ? Bon, déjà, il y a le fait que le binaire, il n'est pas complet. Il repose sur du code de librairie partagée. Donc déjà, il a fallu régler ce problème. Donc par exemple, on passe par la génération d'un core dump, ce qui nous permet effectivement d'avoir à la fois le code du binaire original et des librairies. Alors ensuite, QEMU, il fait du just-in-time compilation. C'est-à-dire qu'en gros, il va produire du code. Et donc, forcément, il faut adapter les outils pour qu'ils soient conscients que quand on écrit en mémoire, en fait, on peut changer la sémantique du programme. Donc là aussi, c'est une adaptation qui a dû être faite. Et enfin, le dernier problème, c'est en fait, on est en train d'émuler QEMU, qui est lui-même un émulateur. Alors QEMU, déjà, il peut mettre un facteur 1000 de performance entre le programme original et son émulation. Et nous, ensuite, on va rajouter un facteur 1000, voire 1 million. Bon, forcément, voilà, il a fallu booster un petit peu les performances pour pouvoir le finir en temps fini. Et notamment, aujourd'hui, on est capable d'émuler 1 milliard d'instructions, effectivement, en à peu près une demi-heure, pour ce challenge-là, par exemple. Alors voilà, donc ça c'était le deuxième cas d'application effectivement des avancées de BinSec. Donc en conclusion, on peut dire que l'analyse de code binaire c'est un problème qui est difficile, mais malheureusement ça peut être aussi à la fois utile et souvent c'est une obligation. Pour répondre à ces problèmes, donc BinSec est une plateforme qui est en développement, en plein développement, de façon active. Donc il répond à des problèmes de recherche, notamment avec la participation des doctorants et des post-doctorants, et des chercheurs aussi. Mais aussi, nous avons tout un aspect d'ingénierie qui vise à améliorer l'utilisabilité de l'outil. Et en fait, ces aspects-là aussi ont permis d'améliorer sensiblement les performances des preuves de concept qui sont faites en recherche. Et donc, voilà, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, le site binsec.github.io et le compte Twitter sont à vos dispositions. Je vous remercie. Merci. Nous attendons maintenant vos questions, si vous en avez, pour clore cette masterclass. C'est toujours la plus difficile, monsieur.
Vous parliez du quick merging et pour réduire la complexité sur des graphes. Est-ce que vous avez pensé utiliser des théories des graphes ou de la recherche opérationnelle dans ce cadre-là? Alors, effectivement, j'ai parlé de quick merging, donc ça va plutôt être des propriétés de traces. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des traces qui vont diverger et à un moment donné, on va vouloir les remerger. Alors, utiliser la théorie des graphes, ça pourrait être très intéressant. Alors, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est implémenté et pas encore exploré au sein de BinSec, notamment parce que, peut-être comme je l'ai dit, le graphe du programme, en fait, n'est pas connu à l'avance. Donc, il va être découvert et potentiellement, il peut changer en plein milieu. Donc, ça fait que c'est difficile d'avoir comme ça des raisonnements et des analyses en avance de phase sur qu'est-ce qui est faisable. Enfin, notamment, on pourrait calculer le meilleur point de fusion ou ce genre de choses à partir des théories des graphes, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est fait. Merci pour votre question. Une autre question, monsieur? Bonjour, merci. Est-ce que vous avez prévu de vous pencher sur l'architecture tricord Infineon? Pardon? L'architecture tricord Infineon. Alors, je n'ai pas connaissance de cette architecture. Est-ce que c'est une architecture... C'est utilisé dans l'automobile principalement. D'accord. Alors, c'est plutôt une architecture propriétaire ou... Oui, c'est d'Infineon, quoi. C'est Infineon qui développe ça. D'accord. Le Alors, fondeur. normalement, effectivement, il est possible d'étendre BinSec pour ajouter la sémantique de nouvelles architectures. Alors, ce n'est pas un processus facile, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Je pense qu'effectivement, dans le domaine public, on ne se penchera pas sur cette architecture-là si on n'a pas une demande d'un partenaire. Par contre, effectivement, si c'est une demande qui se fait ressentir, et on pourrait tout à fait envisager de rajouter cette architecture. Merci. Monsieur? Merci. Pour la partie recherche de vulnérabilité, est-ce que vous faites de la modélation des vulnérabilités avec un SMT Solver et que vous cherchez une partie du code qui peut permettre de prouver? Alors en fait, il y a différentes approches. Parmi toutes les approches, enfin, voilà, comme les approches sont toutes différentes, en fait, il n'y a pas eu que celle-là. En fait, effectivement, en recherche, la première chose qui va être faite, ça va être de modéliser l'attaquant, donc de définir formellement qu'est-ce qu'un attaquant peut faire, ne pas faire. Et ensuite, la façon dont l'analyse va se comporter va dépendre. On peut avoir à la fois, par exemple, les analyses que j'ai montrées, qui vont être des analyses de reachability. Donc en fait, on va avoir une propriété et on va essayer de montrer que cette propriété-là peut être atteinte dans le programme. Il peut y avoir d'autres méthodes comme l'interprétation abstraite, qui, elle, va plutôt raisonner sur un ensemble de traces simultanées. Et donc là, ça ne va pas être une propriété de reachability, mais ça veut dire une propriété qui va une propriété qui doit être valide tout le long du programme. Et après, il y a les méthodes non basées sur du symbolique, comme le fuzzing guidé ou ce genre de choses qui, lui, ne va pas utiliser SMT Solver.